Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 29 mars. 7 candidats à l'élection présidentielle étaient à Montpellier aujourd'hui, parmi eux le socialiste François Hollande qui effectuait son premier déplacement de la campagne dans l'Hérault. Le MHB fait match nul face à Nantes, un coup d'arrêt pour les handballeurs montpelliérains qui avaient enchaîné 39 victoires consécutives en championnat. Et puis pour terminer ce journal, je vous propose de visiter une expo à domicile. Depuis un an, un demi-mois met son appartement à la disposition d'artistes peintres ou de plasticiens. Montpellier au cœur de la campagne électorale. Ce matin, 7 candidats sur 10 à l'élection présidentielle étaient au quorum. Ils répondaient à l'invitation de 22 organisations agricoles à l'occasion du congrès national de la FNSEA. Parmi les thèmes abordés, la future politique agricole commune, la concurrence étrangère ou encore la protection de l'environnement. Reportage Charlène Beauvon et Bastien Malou. 7 candidats à l'élection présidentielle, de droite comme de gauche, avaient répondu présents à l'invitation de la FNSEA. Seuls 3 d'entre eux n'ont pas fait le déplacement. Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche et Philippe Poutou pour le NPA. Le principe était simple. Chaque candidat disposait de 15 minutes pour exposer son programme en matière d'agriculture. Puis pendant 5 minutes, chacun devait répondre à 2 questions posées par les représentants des 22 organisations agricoles. L'occasion de mettre l'agriculture au cœur de la campagne durant une journée. Je viens saluer un secteur de pointe de l'économie française. L'enjeu électoral nous concerne tous. Et comme on a eu l'occasion, notamment ce matin, d'entendre les principaux candidats à l'élection présidentielle exprimer leur ambition pour l'agriculture, donc ça, je l'espère, devrait m'aider à faire mon choix final. L'agriculture est de ce fait important et reconnue comme important par les candidats. Ensuite, les réponses étaient diverses et variées, mais ça c'est autre chose. Mais déjà le fait qu'ils aient tous voulu venir, pour une agricultrice que je suis avec les brebis dans le Lot, c'était important parce que ça voulait dire qu'à leurs yeux, l'agriculture est importante. 7 candidats pour seulement 8% de l'électorat. De quoi démontrer que l'agriculture a toujours beaucoup de poids dans l'économie française. Pourtant, elle n'est pas toujours au centre des débats. Ce qui est important, c'est que dans une campagne où il est quand même très peu question d'économie, d'entreprise et d'agriculture, on ait pu ce matin les entendre sur ce qu'ils préconisent pour les entreprises du monde agricole et du monde rural. La ruralité, c'est pas la politique de la ville. Il y a une nécessité de faire des propositions pour de l'aménagement des transports routiers, une politique de santé. C'est aussi sur ces sujets-là qu'ils ont parlé, même s'ils ont plus parlé d'agriculture, puisque l'agriculture irrigue le monde agricole et structure le monde agricole. Plusieurs candidats ont profité du déplacement en Languedoc-Roussillon pour continuer leur meeting. Aujourd'hui, François Hollande était à Montpellier, François Bayrou à Perpignan et Nicolas Sarkozy à Nîmes. Ce matin, François Hollande a donc rencontré les pêcheurs avant de tenir une réunion publique vers midi sur l'esplanade. Sa visite dans l'Hérault était très attendue dans une fédération socialiste sous tutelle que l'on s'est déchirée par les querelles internes. Retour sur sa journée de campagne à Montpellier, Jean Brun et Olivier Levaché. Longtemps hésitant à venir tenir meeting à Montpellier, François Hollande a profité du congrès de la FNSEA pour satisfaire les demandes pressantes des militants locaux. Dans un grand rassemblement œcuménique, les présidents de toutes les collectivités locales s'étaient donné rendez-vous devant la Maison des Relations Internationales, où leurs candidats avaient choisi de rencontrer les pêcheurs sétois, frappés par une crise sans précédent. Il prenait ensuite la direction du quorum pour s'exprimer devant les agriculteurs, comme 6 autres candidats à l'élection présidentielle. Mais le plus important restait à venir. François Hollande faisait le choix de s'exprimer en plein air, comme à Nice, devant le pavillon populaire. Ah, la justice. Nous n'entraverons pas son processus, même quand elle peut concerner l'un de nos proches. Non. La justice sera indépendante. Les parquets seront maintenant indépendants du pouvoir politique. S'il ne manquait pas de faire référence à la levée d'immunité parlementaire du sénateur Navarro, les militants, eux, voulaient retenir le plaisir de la rencontre avec leur candidat. J'attendais un peu de voir ce qu'il allait pouvoir exprimer et réagir par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment. C'est une région quand même très importante, assez sinistrée du point de vue économique. Et c'est aussi une région qui a
a soutenu François Hollande depuis très longtemps et je pense que c'est tout à fait essentiel qu'il vienne conforter les gens qui l'ont soutenu et qui continueront à le soutenir. Après un court temps de repos et avant de rejoindre Mont-de-Marsan, le candidat socialiste prenait le temps de traverser la place de la Comédie façon rockstar. Une belle journée donc pour François Hollande, même si au final, il n'aura toujours pas tenu de vrai meeting à Montpellier. Et ce soir sur TV Sud, Jacques Cheminade est l'invité d'Olivier Roiran et de Pierre-Paul Castelli dans On en parle, un entretien avec le candidat à l'élection présidentielle à voir à 20h45 sur votre chaîne locale. La taxe d'habitation en hausse dans l'agglomération de Montpellier, une augmentation qui ne fait pas l'unanimité, mais qui doit être votée ce soir en conseil d'agglomération. Une hausse de 2,98% pour le contribuable, même si la part communautaire augmente d'1 point seulement, comme l'explique le président de la collectivité au micro de Jean Brun. Cette taxe, nous allons la monter d'1 point pour réaliser, entre autres, des éléments importants, aussi importants que, par exemple, la ligne 5 du tramway, dont il faut assurer le financement, et qui, c'est un exemple, on pourrait en prendre beaucoup d'autres, et qui va se traduire en fait, ce point va représenter à peu près l'équivalent, si on prend le cas d'une ville comme Montpellier, qui n'a pas monté ses taux locaux, elle, de la part taxe d'habitation, globalement, ça représentera une moyenne de 2,8, 2,9%, c'est-à-dire légèrement supérieur un peu à l'inflation qui est à 2,1, mais alors même que sur cette partie de taxe d'habitation, il y a près de 50% des ménages assujettis qui soit ne la payent que partiellement, soit en sont exonérés à raison de 10%. Le mouvement social des salariés des organismes sociaux, ils étaient une centaine ce matin à se rassembler devant la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier. Des manifestants venus de toute la région pour protester contre la politique gouvernementale en matière de santé et contre les conditions de travail jugées de plus en plus difficiles. Écoutez. On a une problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'effectifs. On nous demande donc de faire un travail assez conséquent puisqu'il y a une masse d'appels qui est importante. On a un minimum de temps pour pouvoir contenter tous les professionnels de santé. Donc là, il va falloir à un moment donné que des choses évoluent pour qu'on puisse arriver tous à travailler ensemble correctement. Moins on rend de services puisqu'on n'a plus les effectifs pour rendre un service de qualité, plus les usagers seront mécontents de la sécurité sociale. Donc s'ils sont mécontents, un beau jour on leur dira écoutez, le service privé vous fournira un meilleur service et de qualité. Voilà, donc dans la tête des gens, on assiste aussi à ce phénomène-là. Les manifestants qui ont ensuite défilé jusqu'à la préfecture de région en début d'après-midi. On ouvre à présent une page de sport avec le match nul arraché par le MAHB hier soir à Nantes, 29 partout. Les handballeurs montpelliérains ont été dominés pendant une bonne partie du match avant de relever la tête dans les dernières minutes. Un match nul qui met fin à une série de 39 victoires consécutives en championnat. Compte rendu, Olivier Brachard. Montpellier a de l'orgueil, un orgueil piqué au vif après la punition de Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais un orgueil qui permet aussi aux Montpelliérains d'arracher un match nul inespéré devant les 5000 spectateurs nantais. Car les hommes de Thierry Anti ont dominé les débats face au MHB, presque assuré du titre et encore marqué par la déroute 36-20 face au Barça. À 10 minutes de la fin du match, Nantes mène de 5 buts, mais Montpellier se ressaisit à temps et inflige un 5-0 aux locaux. Le final est excitant, les Nantais mènent de 2 buts à 1 minute 30 de la fin du match. Acambré prend ses responsabilités, Miroslav Prost est vigilant sur le tir à l'aile de Valero Rivera. Et enfin Guigou trouve Issam Tej en contre-attaque. Le Tunisien arrache le match nul, 29 partout. Montpellier reste invaincu en championnat et retrouve samedi soir à Montpellier Nantes en demi-finale de Coupe de France. Objectif, gagner un 4e titre national cette saison. Le MHB qui a déjà remporté le trophée des champions et la Coupe de la Ligue cette saison et qui est un candidat sérieux au titre de champion de France avec 9 points d'avance sur le 2e au classement. À Nîmes, Olivier Gébelin démissionne. L'emblématique président du HBCN a annoncé hier soir qu'il quittait ses fonctions à la fin de la saison après 20 années passées à la tête du club de handball féminin. Une décision qui intervient alors que ce club vient d'être éliminé de la Coupe d'Europe EHF et pointe à la 7e place du classement de Ligue 1. Il s'explique au micro d'Olivier Michel.
Je suis persuadé que le HBCN a besoin d'évoluer, a besoin de sortir un peu de l'image d'Olivier Gébelin, président. Le club est arrivé à un tel niveau qu'aujourd'hui il a une petite marche à franchir pour devenir un très grand club. Il est déjà un grand club reconnu nationalement. C'est vrai que la métropole nous a demandé de réfléchir à un projet pour amener le handball féminin à ce niveau dont je viens de parler. Bien entendu, sur la métropole, il y a Nîmes et Bouillargues. Nous nous sommes rencontrés avec le président de Bouillargues. Nous réfléchissons effectivement à une architecture qui nous permettrait de mener à bien les deux projets de club et de porter l'équipe première à un niveau international, pourquoi pas la Champions League. Olivier Gébelin qui passera donc la main au mois de juin. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. La Maison des Sports du Languedoc-Roussillon a ouvert ses portes, avenue Pierre-Mendès-France à Montpellier. C'est là que plus de 80 ligues régionales ont désormais élu domicile. Le but est de leur offrir un siège et des infrastructures adéquates pour développer le sport en Languedoc-Roussillon. Il faut dire que la région compte environ 600 000 licenciés dans des disciplines aussi variées que le foot, le rugby, le judo ou encore le tambourin. On écoute Joël Abati au micro de Bastien Amalou et Charlène Beauvon. Un habitant sur 4 est concerné dans le sport dans notre région. Donc il était pour nous intéressant et inévitable de construire une maison des sports pour eux, pour que quand nous voyons l'actualité à la une de tous les sports, nous avons un sport régional, quelle que soit la discipline représentée. C'est une politique ambitieuse et dynamique qui a permis qu'à ce jour, qu'on puisse retrouver cette maison des sports où 84 ligues sont regroupées ici mutuellement pour travailler et pour permettre que le mouvement sportif puisse grandir. Inauguration officielle de la Maison des Sports du Languedoc-Roussillon le 16 mai prochain. Je vous propose à présent de pousser la porte d'un appartement pas comme les autres à Nîmes. Depuis 1 an, son propriétaire a décidé de mettre ce logement vide à la disposition d'artistes qui ont du mal à trouver un endroit pour exposer, se faire connaître. Visite guidée, Olivier Michel. Transformer un appartement de 300 mètres carrés en galerie d'art et le mettre gratuitement à la disposition d'artistes, telle est l'originale action menée en centre-ville de Nîmes par Loïc Potez, un collectionneur d'art africain et d'art déco qui se positionne ainsi comme un véritable mécène. La première fois, c'est justement des amis peintres qui m'ont demandé qui voulaient faire une expo pour la feria de 2011. Et j'ai dit, mais moi l'appartement est libre, si vous voulez exposer, pourquoi pas. Et donc on a eu des bonnes retombées, ça a beaucoup plu. Et de ce fait, j'ai proposé à Annick Longuet, à d'autres amis, d'exposer pour faire vivre ce lieu. Durant 1 mois, ils étaient 3 à se partager l'appartement. Un designer, Gérard Coquelin, un sculpteur, Claude Bonon et Annick Longuet, artiste peintre nîmoise, qui multiplient ainsi les chances de se faire connaître. C'est-à-dire que maintenant, il y a tout un réseau en fait, de gens que je connais qui me proposent même des expositions. Donc c'est déjà un petit peu plus simple. Puis j'ai quelqu'un qui s'occupe aussi de démarcher pour moi, quoi. De façon à ce que je n'ai pas à m'occuper de cette partie-là. Voilà. Une colocation artistique dans laquelle Annick Longuet présente une série de bustiers, ses reflets de paysages urbains ou encore la transparence et la verticalité d'œuvres nées des coulures de son encre de Chine. Cette encre s'est mise à diviser un espace par des lignes verticales et à partir de là, un travail aussi sur la transparence. Les 70 toiles exposées au numéro 53 de la rue Notre-Dame sont visibles jusqu'à samedi, puis l'artiste entend bien investir la chapelle des Jésuites. Si sa renommée est croissante sur Nîmes, pour vivre de son art, Annick Longuet a dû faire le choix d'enseigner son savoir-faire en créant sa propre école d'art. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Et comme tous les vendredis, demain, c'est Olivier Roiran qui vous présente les infos. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Au revoir.